merci Madame Ben Sadrine et merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Le sujet est relativement complexe, pas facile à cerner. Compte tenu du temps de parole, je vais être obligé d'emprunter certains raccourcis. Donc je vais malheureusement être obligé de résumer un peu mon texte, ce qui fera que le discours risque d'être relativement biaisé. Je vais tenter néanmoins d'être le plus clair possible. Inutile de souligner aujourd'hui que l'environnement géopolitique tunisien est en profonde reconfiguration et chargé de menaces. La Tunisie est tout simplement à la croisée de trois champs géopolitiques. Le Maghreb et sa profondeur sahélienne, la Méditerranée et l'Europe, et le monde arabo-musulman. C'est à travers le système de crise que nous connaissons aujourd'hui en Tunisie, qui est d'ordre sécuritaire, politique, économique et social, usant l'État et le corps social tunisien, et les profonds bouleversements géopolitiques du voisinage, que doit être analysée la montée en puissance du terrorisme menaçant la sécurité nationale tunisienne et hypothéquant l'avenir de la transition démocratique. Alors tout d'abord, une certaine grille de lecture. Face à la complexité de la menace terroriste, la prudence doit guider tout effort de recherche en tant que chercheur académicien. Deux questions en réalité s'imposent. Quelle est la part relevant du local et quelle est la part s'inscrivant dans une dynamique terroriste transnationale, ce que l'on appelle une internationale terroriste? En réalité, à travers mes travaux et mes recherches, à travers mes rencontres aussi, en ayant parcouru quasiment l'ensemble des pays sahéliens et maghrébins, j'ai pu constater que l'international terroriste qui est souvent évoqué, que l'on appelle Al-Qaïda, qui serait à l'image d'une entreprise, donc avec une tête pensante, et puis différentes succursales régionales structurées qui obéiraient donc à un cerveau qui serait aujourd'hui donc Ayman al-Zawahiri. Tout cela est schématique et tout cela en réalité est extrêmement erroné. Al-Qaïda, telle qu'elle a existé, telle que nous l'avons connue, elle est morte dans les grottes de Tora Bora en 2002-2003. Elle nous a été revendue, elle a été revendue aux Occidentaux, notamment par les services pakistanais. Donc, si vous voulez, Al-Qaïda est beaucoup plus une idéologie à laquelle toute une série d'acteurs vont avoir recours parce qu'ils poursuivent des objectifs stratégiques, criminels ou alors politiques. Deuxième question que l'on doit se poser, c'est quelle est la part authentique, c'est-à-dire de combattants véritablement fanatisés, croyant en la justesse de leur cause, donc eux y croient profondément, et la part manipulation et instrumentalisation, c'est-à-dire les groupes qui sont infiltrés par des services secrets étatiques et dont les actions téléguidées répondent à un agenda qui est loin de toute foi islamique. À mon sens, donc, le terrorisme islamiste semble combiner justement ces deux dimensions, une part d'authentique, il ne s'agit absolument pas de la nier, ce n'est pas mon propos, et une part de manipulation par des services étatiques et des sources obscures. En ce sens, il convient d'établir une distinction entre les commanditaires avisés qui, eux, poursuivent des objectifs, encore une fois, comme je l'ai dit, d'ordre stratégique. Ça peut être des États qui instrumentalisent des groupuscules, ça peut être des multinationales, les grandes majors, qui ont les moyens de financer des rébellions, d'instrumentaliser des groupes. Donc, les commanditaires et les exécutants qui, eux, y croient profondément, et on le voit, on l'a vu au Mali, l'armée française a pu le constater, les otages qui viennent d'être libérés l'ont souvent raconté, la moyenne d'âge de leurs geôliers, c'était 15-16 ans. Donc c'est des jeunes qui sont totalement déracinés, qui sont manipulés, qui sont embrigadés, et donc qui sont facilement instrumentalisables. Alors, relativement à la géopolitique de la menace terroriste en Tunisie, je vais développer deux grands axes, les facteurs internes et l'environnement géopolitique. Les facteurs internes. Divers facteurs, je vais énumérer une liste, inutile de vous dire que la liste n'est pas exhaustive.
Divers facteurs structurent la scène tunisienne post-révolutionnaire, s'avèrent favorables à un enracinement d'éléments djihadistes ayant recours au terrorisme, c'est-à-dire à la violence armée et aveugle. Premier facteur, le net affaiblissement de l'État, traversant une crise structurelle que j'ai évoquée tout à l'heure, usant ses capacités de résistance et de lutte. L'État est usé. Deuxièmement, la dispersion des moyens et l'absence de stratégie cohérente et globale de lutte contre le terrorisme. En réalité, nous n'en avons pas. Fédérant les moyens sécuritaires, mais également économiques et sociaux, afin de mettre en avant le concept de sécurité globale ou de sécurité humaine. Troisième facteur, l'affaiblissement de l'appareil sécuritaire tunisien, notamment quant à la dimension renseignement et anticipation. Le général Ammar, lorsqu'il est intervenu à la télévision tunisienne, l'a clairement souligné. Relativement, par exemple, aux événements de Jbel Shaambi, la problématique principale était la défaillance au niveau du renseignement stratégique. Or, nous le savons, le renseignement, c'est la pierre angulaire de la lutte contre le terrorisme. Donc, absence de centralisation du renseignement stratégique, c'est-à-dire détection et neutralisation des éléments malveillants. Plus, il faut veiller à ce que les organes d'exécution ne soient pas infiltrés, bien évidemment, et il faut veiller à l'efficacité de ces organes d'exécution. Efficacité à la fois en termes humains, c'est-à-dire de formation, etc., et en termes d'équipement. Quatrième facteur, la dégradation de la situation économique et sociale, amplifiant les capacités des groupes terroristes en termes d'endoctrinement et de recrutement. Cinquième facteur, la pauvreté et la croissance du chômage, touchant principalement les jeunes. Or, nous revenons toujours à l'endoctrinement de jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont aucune perspective d'avenir. Sixième facteur, la corruption et la montée en puissance des trafics illégaux et de l'économie informelle, qui offrent un levier de financement aux groupes terroristes. Plus globalement, nous assistons à une infiltration croissante du crime organisé transnational en Tunisie. Nous avons toujours connu les trafics, notamment au niveau des régions frontalières ou déshéritées. Mais aujourd'hui, l'ampleur est considérable. Or, le Mali, par exemple, on le savait, les chercheurs connaissaient le degré d'infiltration du crime transnational organisé, notamment des trafiquants de drogue, au niveau du Mali et au niveau du plus haut degré de l'appareil étatique malien, et notamment de l'armée, mais également des politiques. Or, lorsque la gangrène prend, il est extrêmement difficile de mettre en place les stratégies de contre-ingérence, notamment au niveau du crime organisé. Autre facteur, les ambiguïtés relativement à la législation applicable. J'ai observé une certaine frilosité du ministère de la Justice quant à une application rigoureuse de la législation antiterroriste dans le cadre, bien évidemment, du respect des droits de l'homme. Autre facteur, la montée en puissance de l'extrémisme religieux et du salafisme, prenant le contrôle de centaines de mosquées, amplifiant ainsi les capacités d'endoctrinement et de recrutement. Encore autre facteur, l'affaiblissement de la coopération avec des partenaires clés à l'échelle régionale et internationale, du fait d'une relative détérioration de la confiance. Nos partenaires n'ont plus confiance en nous, en nos services. Et enfin, en dépit de la prudence inhérente à toute phase transitoire et à toute gestion donc de cette phase de transition que je peux comprendre, j'ai observé un laxisme, voire certaines complicités remontant au plus haut niveau de l'État tunisien, prêtant à interrogation alors que la situation exige fermeté en conformité avec les lois de la République, à l'égard de toute organisation basculant dans la violence armée et aveugle. Or, malheureusement, en tant que chercheur, je ne peux qu'observer une ambiguïté quant à une réelle volonté politique de la Troïka relativement à la lutte contre le terrorisme hypothéquant l'avenir du pays. Les exemples ne manquent pas, nous les connaissons tous. J'adopte un raisonnement qui est simple. Il suffit de connaître le parcours d'un certain Abou Ayyad, alias Saïfallah
Ben Hassine pour bien comprendre à qui nous avons affaire. Hier, le journal algérien Al-Fajr révélait que Rachid Ghannouchi était le créateur d'Ansar al-Sharia dès janvier 2011. Donc je me réfère à une source qui est une source algérienne, qui est le journal Al-Fajr. Troisièmement, en dépit de l'ensemble des péripéties qu'a traversé la Tunisie, j'arrive à une logique qui est simple. Le gouvernement tunisien, notre chef du gouvernement, Ali Laraïd, l'a dit au mois d'août 2013. Ansar al-Sharia est un groupe terroriste. À partir du moment où il emploie cette terminologie-là, ça a un sens au niveau policier, ça a un sens au niveau juridique. Alors je m'interroge, je ne comprends pas comment, par la suite, de porte-parole et certains membres qui se réclament ouvertement de ce mouvement qualifié par le gouvernement de terroriste sont toujours en liberté. En tant que chercheur, cela m'interpelle. Passons maintenant à l'environnement géopolitique. La Tunisie est confrontée à court terme à un ordre régional déphasé, fragmenté, marqué par des inégalités relativement aux étapes du processus démocratique et susceptible, selon l'évolution de la situation, d'aboutir à une reconfiguration totale et profonde de la carte régionale, le tout sur fond d'ingérence étrangère et d'enracinement du terrorisme et du crime organisé transnational. Je vais développer 3 axes au niveau géopolitique régional. Bien évidemment l'Est, c'est-à-dire la Libye, le Sud, notre flanc sud sahélien, et l'Ouest, l'Algérie. À l'Est, la Libye s'érige en foyer terroriste, doublé d'un sanctuaire pour les commandos qui menacent ouvertement la sécurité du Maghreb et du Sahel. Suite à l'opération française Serval, qui était nécessaire, les unités armées, en réalité, ont opéré un repli tactique. Elles se sont regroupées dans le sud libyen. Aujourd'hui, le sud de la Libye est l'épicentre de la menace terroriste à partir duquel toute une série d'acteurs irradient vers la scène sahélienne et maghrébine et nous impactent, bien évidemment, directement relativement à notre sécurité nationale. Il suffit même de voir le trafic de drogue qui provient d'Amérique latine, le trafic d'héroïne principalement. Le hub était malien. Il s'est tout simplement décalé à travers le Niger pour remonter vers la Libye. Or, ce trafic est essentiellement contrôlé par les islamistes libyens, au niveau de lorsqu'ils traversent le territoire libyen. Parallèlement, initialement motivés par des revendications d'ordre pécuniaire, on observe que les blocages successifs de la production pétrolière depuis l'été résultent en réalité de conflits entre tribus sur fond d'enjeux autonomistes et séparatistes. Les pertes aujourd'hui sont estimées à 13 milliards. Si ça perdure, d'ici janvier, ça sera 20 milliards de perdus pour l'État libyen. Donc Tripoli, à l'image du Kurdistan en Irak, craint de perdre le contrôle des réserves pétrolières de Cyrénaïque si la région bascule dans un séparatisme beaucoup plus prononcé. Parallèlement, les puits pétroliers ont créé de nouvelles territorialités. Je ne vais pas rentrer dans la complexité libyenne parce qu'il faudrait des heures, mais il est très important de comprendre que à partir du moment où de nouvelles territorialités sont créées, la structure étatique est menacée. S'il y a eu un État libyen, ça c'est une toute autre problématique. Donc le drame libyen n'est pas terminé et doit nous interpeller relativement à notre sécurité nationale parce qu'il, à travers la circulation d'armement, mais parce qu'il offre également un refuge à des éléments malveillants qui pénètrent le territoire tunisien. Plus globalement, la contagion à l'échelle sahélienne va être réelle. Elle est en cours. Et à mon sens, à court terme, et nous l'avons observé. Libye, Mali, le Niger est aujourd'hui menacé, la région péri-tchadienne est menacée, la République centrafricaine est en effervescence, sur fond
de conflits ethniques. La réalité du problème est ethnique. Mais nous basculons dans une lutte religieuse qui est en réalité un facteur se surajoutant et qui est instrumentalisé encore une fois, parce que les communautés en réalité chrétiennes et musulmanes ont toujours vécu en bonne harmonie. Mais aujourd'hui, c'est instrumentalisé, encore une fois, par des acteurs qui utilisent le facteur religieux. Mais ce que je veux dire, c'est que la gangrène sahélienne a pris et que nous assistons en réalité à l'émergence d'un arc de crise qui va de l'océan Atlantique à la mer Rouge, parce que le Soudan est menacé. La République centrafricaine, il va y avoir une intervention française inévitable, elle est en cours, elle est préparée, les forces spéciales françaises sont déployées, recueillent le renseignement pour éliminer les membres de la CELACA, etc. Mais ça ne se limite pas au CELACA, il y a les autres membres, il y a les chrétiens qui se sont organisés en milices d'autodéfense. Donc tout ça est extrêmement complexe, mais la base arrière sera essentiellement soudanaise. Elle l'est actuellement, donc nous irons jusqu'au Soudan, fatalement. Les dominos vont tomber les uns après les autres. Donc un arc de crise qui va de l'océan Atlantique à la mer Rouge et en réalité du Maghreb jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Je suis schématique, hein, mais je suis obligé malheureusement, comme je vous l'ai dit, d'aborder certains raccourcis. Le flanc sud sahélien, il nous déstabilise, comme je viens de l'évoquer, parce qu'il est en effervescence, parce qu'il est en profonde restructuration géopolitique, mais il ne faut pas oublier également que le Maghreb, distant de ses obligations stratégiques, désuni également, parcouru et miné par les rivalités interétatiques, les rivalités qui opposaient auparavant la Libye, le Maroc et l'Algérie, qui opposent aujourd'hui donc principalement le Maroc et l'Algérie, parce que nous assistons à un retour en force du Maroc sur la scène sahélienne actuellement. Le Maroc cherche tout simplement à limiter et à juguler l'influence qui était croissante et considérable de l'Algérie, qui s'érige en puissance régionale, sur son flanc sud sahélien. Il ne faut pas oublier une chose simple. Thessalite, dans le nord du Mali, tout simplement même, soyons schématiques, le nord malien, pour les Algériens, c'est une wilaya algérienne. Or, la présence française, par exemple, et occidentale sur le sud algérien représente pour certains Algériens, parce que là aussi je suis schématique, pour certains Algériens, c'est le cauchemar absolu. Bon, pour revenir à la menace terroriste, au Sahel, la menace salafiste, terroriste, réelle encore une fois, car porteuse d'un message politico-religieux, elle est mise en réalité à la sauce de toutes les problématiques locales. Trafic en tout genre, recherche de rente, rivalité politique, conflit d'intérêts entre nomades et sédentaires, poids relatif de l'armée et des services de sécurité au sein des différents pays, appétit des grandes multinationales, rivalité entre les États de la zone. Tout cela, c'est la menace terroriste. Dans ce cadre, AQMI, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tout le monde se focalise sur AQMI. AQMI, c'est un raccourci. AQMI, en réalité, ce que l'on désigne sous le vocable d'AQMI, n'est qu'un conglomérat mafieux, non homogène, composé de bandes aux intérêts disparates, souvent rivales, et on l'a vu, ils sont rivaux les uns envers les autres. Vous pensez que Abdelmelek Drogdel, qui est isolé en pleine Kabylie dans le nord, contrôle les éléments sahéliens, mais il ne les a jamais contrôlés. Et on l'a vu. Ben Mortar, vous pensez qu'il vivait et il cohabitait en harmonie avec Abu Zayd qui a été éliminé? Bien évidemment que non. Pourquoi? Derrière le vernis islamiste auquel ils ont recours pour se donner une crédibilité, la réalité, c'est que ces gens-là veulent contrôler les routes des trafics. Lorsqu'ils enlèvent des Européens, s'ils étaient un groupe lambda, quelle serait leur crédibilité? Aucune. Par contre, en se réclamant du djihadisme international, en se réclamant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, immédiatement, ils prennent une envergure. Et il suffit d'observer d'ailleurs, en 2003, un otage coûtait
aux Occidentaux 300 000 €. Aujourd'hui, c'est entre 3 et 4 millions d'euros. On l'a vu récemment avec les 4 Français d'Arlit, ils ont été libérés pour 20 à 25 millions d'euros. Donc, c'est des sommes financières considérables. Donc, l'action d'AQMI au Sahel, pour moi, le Sahel, j'appelle ça l'océan sahélien. C'est la même chose qu'en mer, c'est un océan de sable. En mer, il y a eu des pirates. Et bien, AQMI, c'est une piraterie barbaresque. Rien d'autre qui se cache derrière un vernis idéologique qui est l'islamisme radical. Parallèlement au Sahel, et ça a une importance pour nous sur le plan géopolitique, nous assistons à un nouveau grand jeu, à l'image de l'Asie centrale, qui va reconfigurer toute la zone, fait de manœuvres subversives et de manipulations où la duplicité et les stratégies de l'ombre sont la règle. Les développements inhérents au bouleversement actuel ne s'arrêtent pas au seul Mali. L'appui, par exemple, du Qatar au groupe islamiste, qui a été plus ou moins controversé, etc. Mais, en tout cas, le croissant rouge qatari était présent dans le Nord Mali et était lié, il bénéficiait de la protection d'un groupe qui s'appelle le MUJAO, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Que vient faire le Qatar dans les sables sahéliens? Il répond en réalité à une stratégie géopolitique éprouvée. Ayant considérablement renforcé son implantation en Libye relativement aux ressources énergétiques, il aspire à étendre son influence au Sahel, notamment en Mauritanie et au Mali, en s'appuyant sur des groupes islamistes. Quelle stratégie sous-tend cette orientation? Le Qatar, c'est 15% des réserves de gaz à l'échelle mondiale. Avec l'Iran et la Russie, c'est 60% des réserves gazières mondiales. En aspirant à étendre son emprise au Moyen-Orient, et on a vu toute la stratégie qatari à l'égard de la Syrie, et aujourd'hui, en visant à l'étendre au Sahel, c'est-à-dire au Mali, en Libye, et demain, et il le revendique, en Algérie, sur laquelle plane, et je le dis bien, plane la menace d'une révolution arabe soutenue par Daouha, et je vais arriver à l'Algérie rapidement. Le Qatar, de concert avec les États-Unis, vise à couper l'Europe de la Russie. Ça a été une stratégie qui est inscrite dans le temps long de l'histoire, et à se substituer à Moscou et à Alger en tant que fournisseur de gaz à l'Union européenne. Alors, à l'ouest subsiste l'inconnue algérienne. En effet, en dernier lieu, il convient de souligner les ambiguïtés et le rôle trouble du gouvernement algérien de ce que j'appelle l'État profond algérien. C'est la même chose pour les États-Unis. Lorsque l'on parle Amérique, lorsque l'on dit les États-Unis, c'est schématique. Il n'y a pas une Amérique, il y a des Amériques. Il y a un État profond américain, il y a des lobbies, il y a différents centres de pouvoir américains qui parfois ont des intérêts convergents, parfois ont des intérêts divergents et qui poursuivent donc des objectifs stratégiques qui sont multiples. Comme vous le savez, au mois d'avril, il va y avoir des élections présidentielles. Les rivalités de palais à Alger s'aiguisent sur fond de rivalités de clans. Si on revient à la sociologie politique de l'État algérien, l'État algérien, c'est une multiplicité de clans rivaux qui luttent pour le contrôle du pouvoir politique, des richesses pétrolières et gazières, et pour certains, des trafics qui remontent justement de la bande sahélienne. En observant depuis 20 ans la scène algérienne, nous arrivons à un constat qui est simple. La violence islamiste est étroitement corrélée à la vie politique algérienne. J'ai envie d'opérer un raccourci pour vous dire la violence islamiste, la violence politique, la violence terroriste en Tunisie, malheureusement, tend de plus en plus
à être étroitement corrélée à la vie politique tunisienne. Eh bien, pour certains clans algériens, l'instrumentalisation de certains éléments d'AQMI leur a offert la possibilité de bénéficier d'une rente sécuritaire et d'une rente stratégique auprès des Occidentaux. Ça a été simple, mais ils ont offert aux Américains l'ennemi qu'ils attendaient pour justifier leur pénétration militaire au Sahel. Ça a fonctionné jusqu'aux révolutions arabes. Les révolutions arabes ont bouleversé la donne. Ces clans se sont sentis profondément menacés. Or, il faut bien comprendre que certains clans algériens, relativement à la Tunisie, n'ont ni intérêt à l'avènement d'une démocratie en Tunisie, ni également intérêt à la prise du pouvoir par des islamistes radicaux. Par voie de conséquence, ces clans-là peuvent être amenés à instrumentaliser certains éléments malveillants tunisiens afin de peser sur la vie politique tunisienne et sur l'avenir de la transition démocratique. Donc la menace terroriste et les guerres périphériques sont ainsi utilisées comme autant d'opportunités pour pousser les avantages d'un clan contre les autres, y compris contre le président Bouteflika, dans la perspective des élections de 2014. L'Algérie aujourd'hui donc se perçoit comme une citadelle assiégée. Plus globalement, au-delà de la Libye, de la Syrie et du Sahel, la stratégie occidentale s'étend au Maghreb en visant à abattre le maillon ultime, le dernier carré qui est l'Algérie. Je pense que nous allons vers une restructuration de l'ordre régional. Il est parfaitement prévisible que l'Algérie connaisse une évolution relativement surprenante dans le court terme, appuyée par des puissances extérieures. Et donc, comme je vous le disais, certains éléments algériens ont fonctionné à la manière, et je vais finir là-dessus, à la manière de l'ISI, les services secrets pakistanais. Les services secrets pakistanais ont eu une stratégie qui était simple, relativement aux talibans et donc à la stratégie de l'OTAN en Afghanistan. Les Pakistanais ont toujours dit aux Américains et aux Occidentaux, nous vous soutenons dans la lutte contre le terrorisme et contre les talibans en Afghanistan. Parallèlement, leurs services secrets, l'ISI, ont toujours et n'ont jamais cessé d'alimenter, de financer et d'armer les talibans afghans. Pourquoi? Pour une raison simple, mais géopolitique et fondamentale. L'Afghanistan, c'est la profondeur stratégique du Pakistan à l'égard de l'ennemi existentiel qui le menace dans son existence. C'est une question de perception. Mais la perception est au cœur de la géopolitique, qui est l'Inde. Les Américains ne l'ont compris, j'ai discuté avec certains, ne l'ont compris qu'en 2011. Jusqu'à 2011, ils avaient l'espoir que les services pakistanais allaient cesser leurs manœuvres dilatoires. Alger, dans une moindre mesure, a adopté la même tactique. Quand je dis Alger, c'est certains clans algériens. Je ne parle pas du gouvernement algérien. Ils ont eu recours à l'instrumentalisation de certains éléments terroristes afin de justifier à la fois leur statut de puissance régionale et de bénéficier d'une rente sécuritaire et stratégique. Or, les révolutions arabes ont changé la donne, comme je le disais, parce qu'elles ouvraient la voie à une démocratisation de la région. Eh bien, les Algériens, à travers certaines opérations, certains clans algériens, à travers certaines opérations récentes au Sahel, cherchent avant tout à ramener les Occidentaux, non pas dans l'établissement de la démocratie, mais à les ramener à toujours la même rengaine, la lutte contre le terrorisme armé qui les menace eux-mêmes.
De la même manière que les services pakistanais ont toujours dit « mais nous sommes menacés, regardez la vallée du Swat, nous sommes touchés par le terrorisme ». Donc, les choses sont complexes, je vais finir là-dessus. Le problème d'avenir, si vous voulez, la réponse d'avenir tient à la fois à la prise de conscience de la hiérarchie politique algérienne, au consensus intermaghrébin et au consensus de l'ensemble des riverains de l'océan sahélien. C'est à travers l'intégration régionale et la valorisation de la sécurité collective que les États du Maghreb, dont la Tunisie, lutteront efficacement contre le terrorisme et mettront un frein à la pénétration des puissances occidentales, risquant, à travers une militarisation croissante de la région, il n'y a jamais eu autant de bases militaires, et la provocation de changements de régime à leur avantage, d'ouvrir la voie à une nouvelle colonisation qui ne porte pas et qui ne dit pas son nom. Toutes mes excuses d'avoir abusé de votre temps, c'était malheureusement une problématique complexe. Je vous remercie pour votre compréhension.